Dans quelques jours sera célébré en fait les 10 ans de l'indépendance du Kosovo. Donc c'était évidemment pour nous une occasion de revenir sur la situation de ce pays qui est pas reconnu encore par l'ensemble de la communauté internationale et qui se trouve aussi dans une situation économique et sociale parfois complexe. Mais nous avons voulu aussi élargir un petit peu notre vision et déplacer un petit peu le curseur à l'ensemble de la région des Balkans. Et nous nous sommes intéressés en particulier aux mouvements sociaux, aux mouvements citoyens, aux gauches radicales qui émergent dans ces pays qu'on voit souvent de loin à travers le prisme des nationalismes ou voilà, des grilles de lecture qui sont parfois périmées. Et ça nous a intéressé d'organiser un débat pour parler un petit peu de ce qui émerge aujourd'hui dans ces sociétés. Alors, je vous présente pour cette discussion tout d'abord Belgzim Kamberi. Bonsoir. Bonsoir. Belgzim, vous êtes vous-même journaliste, vous êtes également analyste politique. On reviendra tout à l'heure pour parler avec vous du Kosovo en particulier. Aline Kateu, bonsoir. Aline, donc vous êtes docteur en anthropologie et vous avez notamment travaillé de près sur la Bosnie-Herzégovine. Vous avez certainement docteur un jour, pour le doctorante, moment je suis juste doctorante. Effectivement. Catherine Samari, vous êtes économiste et vous travaillez depuis de très longues années, je crois, sur les Balkans. Et puis enfin, Vladimir Tchestovic. Vladimir, bonsoir. Donc vous êtes membre d'une ONG qui s'appelle le Forum civique européen. Exactement. Je suis salarié. D'accord. Alors, pour commencer, donc, le Kosovo va célébrer les 10 ans de son indépendance dans quelques jours, mais dans un contexte un petit peu déprimé. C'est un pays qui est victime quand même d'un exode assez conséquent de sa population, avec une situation économique pas forcément des plus florissantes. Quel est le diagnostic que vous faites sur la santé économique et sociale du pays aujourd'hui ? Tout d'abord, je pense qu'on ne peut pas partager le Kosovo, enfin diviser le Kosovo, sans ce qui concerne sur la situation socio-économique des autres pays de la région de l'Europe du Sud-Est. La situation socio-économique n'est pas meilleure dans les pays du voisinage, mais je pense que la particularité du Kosovo, c'est qu'au seuil de son 10e anniversaire de la proclamation de son indépendance, c'est que le Kosovo reste un pays qui n'est toujours pas reconnu par 5 pays de l'Union européenne aujourd'hui. D'un autre côté, il est toujours pas reconnu par la Chine et par la Russie. Et dans ce contexte-là, il a un vrai problème de souveraineté donc, qui a aussi un rapport sur la situation socio-économique. Et de souveraineté aussi interne, parce que le Kosovo, aujourd'hui, le nord du Kosovo est de fait toujours divisé, donc qui est contrôlé de fait par la Serbie. Cette Serbie qui ne reconnaît pas non plus l'indépendance du Kosovo encore 10 ans après sa proclamation. Et dans ce manque de souveraineté donc interne et ses rapports avec la Serbie dans la région et la communauté internationale en général, je pense que ça a un impact encore plus particulier sur la situation socio-économique du Kosovo, qui reste encore assez déplorable, vu qu'environ 40% de la population officiellement est sans emploi. Et 40%, oui, c'est énorme. Avec un déficit, surtout les jeunes, un déficit commercial donc d'un tiers du produit international interne brut. Et surtout avec des politiques néolibérales qui, à travers les privatisations abusives et tout ça, ont détruit, déindustrialisé encore plus le pays. Et dans ce contexte-là, donc, les services publics ont été pratiquement totalement détériorés. Et les jeunes, en général, voient plutôt leur perspective dans l'exode. Et un exode qu'il faut aussi souligner que c'est aussi le seul pays de la région qui n'a pas la libéralisation des visas pour l'Union européenne. Donc même cet exode-là se fait principalement encore de façon illégale. Et il y a pourtant un paradoxe, Belgzim, parce que ce Kosovo, cela fait, donc il a proclamé son indépendance il y a 10 ans, mais ça va bientôt faire 19 ans qu'il connaît des formes variables de tutelle internationale, de protectorat ou de tutelle qui n'ose pas tout à fait dire son nom. Et durant ces 19 années, il y a des sommes colossales qui ont été déversées, en théorie, pour faire fonctionner l'état de droit, mais aussi pour faire fonctionner l'économie du Kosovo. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à un tel échec ? Je pense que l'exemple du Kosovo montre évidemment que les protectorats internationaux souvent ne donnent pas de résultats. Par exemple, si vous voyez dans le cas du Kosovo aujourd'hui, après la proclamation de l'indépendance, la mission des Nations Unies
a été échangé par la mission de l'Union européenne, qui est la mission la plus chère qui a coûté dans l'histoire de l'Union européenne aujourd'hui. Mais quand vous voyez les résultats sont assez déplorables, parce que la mission de l'EULEX ou l'UNMIC auparavant, qu'on appelait la MINUC, l'un des principaux piliers, c'était la justice. Alors que c'est justement l'état de droit au Kosovo qui a de grands problèmes, et que le pouvoir exécutif revenait à Bruxelles et aux Nations Unies en général. D'un autre côté, nous avons aussi la question de sécurité. Le Kosovo a la KFOR, les forces de l'OTAN, mais n'a pas d'armée. Donc dans un sens, l'Union européenne et l'OTAN s'est intégrée dans le Kosovo, alors que le Kosovo réellement n'a pas encore de perspective européenne, et ne parlons pas de perspective d'adhésion dans l'OTAN, quoi. À propos de la justice, justement, là, le Kosovo va célébrer cet anniversaire des 10 ans avec, tout de même, dans un contexte très particulier, puisqu'on attend à tout moment les premières inculpations de cette nouvelle cour spéciale qui devrait juger les crimes commis durant la guerre et après la guerre. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette cour spéciale, sachant que, d'une part, il y a déjà eu le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, et puis aussi qu'il y avait l'UNMIC et EULEX qui, justement, auraient dû, en théorie, mener à bien toute une série de procès durant ces 19 années. Est-ce que, peut-être, expliquer un petit peu ce que c'est que cette cour ? Le tribunal spécial, c'est de nouveau un cas particulier parce qu'officiellement, c'est un tribunal qui a été fondé par l'Assemblée nationale du Kosovo. Donc, de fait, de jure, c'est un tribunal kosovar, mais au fait, son siège sera en Hollande, à La Haye, aux Pays-Bas, quoi. Et tout le corps, donc le jury et tous les procureurs et tout seront internationaux, et le Kosovo, au fait, n'aura aucune souveraineté réelle et contrôle réel sur ce tribunal. Mais je pense que le plus important de la question du tribunal spécial, ça démontre qu'au fait, la justice, grosso modo, a échoué au Kosovo, une justice qui, justement, était sous le pouvoir exécutif de la communauté internationale. Donc le tribunal spécial, d'un côté, est conséquence de l'échec du TPI réellement, mais aussi de la mission des Nations Unies et de la mission de l'EULEX. Et je pense que c'est le Kosovo qui devra payer un prix à cause des échecs des missions internationales au Kosovo. Et surtout que ce tribunal spécial, par principe, sera monoethnique. Pour que les choses soient claires pour tous les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, concrètement, ce tribunal, il va juger qui et quoi, quelles affaires ? Le tribunal spécial est un résultat d'un rapport du Conseil de l'Europe, le rapport de Dick Marty qu'on appelait ça, et qui devrait principalement juger les crimes supposés de l'ancienne guérilla albanaise du Kosovo, de l'UCK, quoi. Mais justement, au Kosovo, d'un côté, il y a un problème sur la forme de ce tribunal, parce que ce tribunal sera principalement seulement monoethnique, quoi. Il sort un peu des crimes universels. Il jugera principalement les crimes seulement d'une communauté envers de l'autre. Sans compter qu'il y a aussi le problème du changement de la narrative de la guerre au Kosovo, qui pourra être exploité aussi politiquement. En même temps, le tribunal doit juger à la fois des crimes commis contre les Serbes ou les minorités du Kosovo telles que les Roms, mais aussi, je crois, pas mal de crimes politiques dont des Albanais ont été victimes. Oui, justement, parce qu'après la guerre, et aussi avant la guerre, il y aurait eu des crimes au Kosovo qui auraient été non seulement contre les minorités, mais aussi contre des opposants politiques, selon le rapport de Dick Marty. Mais je voudrais quand même souligner que ces crimes n'ont jamais été procédés par la justice internationale au Kosovo. Comment comprendre comment dire, il y a quand même un bilan qui est accablant par rapport aux moyens qui ont été déployés, notamment par l'Union européenne au Kosovo. Comment peut-on considérer cette relation entre l'Union européenne et le Kosovo? Je me tourne peut-être vers Catherine Samari sur ces éléments de bilan qui sont indispensables. Oui, ça concerne le Kosovo, ça concerne aussi la Bosnie-Herzégovine et d'autres pays de la région. C'est-à-dire qu'on a des quasi-protectorats avec des États supposés souverains. Mais en pratique, les politiques... le Kosovo s'est complètement transformé en un supermarché, complètement dépendant de l'importation de produits occidentaux. Et en même temps, l'argent sert de façon assez massive à l'ONGisation de toute cette région et revient très souvent, d'ailleurs, vers les pays d'origine, sans véritablement avoir des retombées positives pour les populations. Une grande partie de la consommation au Kosovo, comme en Bosnie d'ailleurs, et dans d'autres de ces régions des Balkans de l'Ouest, viennent des fonds envoyés par les émigrés pour alimenter les familles. Et donc, en même temps, il y a l'ensemble de ces privatisations
qui se sont déroulées dans des conditions déplorables à la suite du démantèlement au début des années 90 de l'ex-fédération et système, avec des scandales de conflits, y compris de propriété. Hein. D'une part, ce qui était supposé appartenir à tous et à personne, donc notamment aux travailleurs dans cette région-là, et ensuite pour notamment un pays comme le Kosovo, des conflits de propriété entre la Serbie, l'Albanie, les étrangers, avec du coup une désindustrialisation de fait, non mise à niveau des petites parties qui ont été privatisées, avec souvent d'ailleurs des investisseurs internationaux qui n'ont absolument pas payé ni leurs impôts, ni les cotisations sociales qu'ils devaient. Il y a toute une série de scandales dans la région de plusieurs grosses entreprises. Ça ne concerne pas simplement donc, la question du Kosovo ou des mines de Trepča, mais ça concerne aussi le Monténégro, ça concerne la Serbie ou la Bosnie-Herzégovine et Zenica. Je crois qu'effectivement, là, il y a une dimension qu'on retrouve dans plusieurs pays de la région avec une sorte de modèle économique qui s'est installé ces dernières années sur la base de l'ultralibéralisme, de privatisation, etc. Alors, juste pour rester encore un petit peu sur le Kosovo avant d'élargir notre vision, est-ce que justement la gauche radicale, les gauches s'appuient sur ce modèle économique pour essayer de le contrer? Est-ce que ça fait partie en fait du discours? Est-ce que c'est mobilisateur? Et je crois qu'au Kosovo, justement, la gauche a eu un certain succès électoral aux dernières municipales. Elle a remporté deux mairies. Alors est-ce que vous pouvez nous dire peut-être un petit peu là-dessus, Belgzim? Tout d'abord, je pense que c'est la surprise, justement, c'est que la gauche au Kosovo, le mouvement Vetëvendosje, en français autodétermination, est aujourd'hui le premier parti au Kosovo. Donc un parti qui, sa particularité, donc, c'est qu'il avance non seulement justement un modèle économique plus social et qui s'oppose surtout à ces privatisations abusives. Et d'un autre côté, justement, il est né en s'opposant à la présence internationale au Kosovo. Mais d'un autre côté, je pense que la particularité aussi, c'était surtout que dans les Balkans et surtout dans le monde albanais, qu'on appelle ça dans les Balkans, c'était pas facile de se réclamer de gauche à l'époque pour l'héritage historique du passé, parce que la gauche, après les années 90, ça revenait surtout dans un... Le parti de Milosevic en Serbie, le régime d'Enver Hoxha en Albanie. Mais je veux dire que non seulement Vetëvendosje a eu le courage de se réclamer de gauche, donc ouvertement et publiquement, mais tout doucement, aujourd'hui, il est devenu le premier parti au Kosovo. Et l'autre particularité, pour revenir à ce qu'on disait au début du débat, c'est qu'eux aussi, ils avancent un plan de souveraineté. Donc c'est une gauche souverainiste qui, d'un autre côté, a aussi un plan socio-économique pour justement lutter ces privatisations abusives. Et Vetëvendosje a donc remporté des succès importants en conservant la mairie de Pristina et en prenant également la deuxième ville du pays, ce qui n'empêche pas le mouvement, je crois, d'avoir aussi une crise interne, mais c'est peut-être pas le lieu d'en parler. Je crois en tout cas que l'expérience du Kosovo, elle est intéressante parce que c'est malgré tout la seule expérience dans la région d'un mouvement de gauche qui a obtenu des succès électoraux aussi importants. Il y a eu, par contre, même s'il n'y a pas forcément d'expression électorale, il y a eu dans tous les pays de la région des mobilisations récurrentes, notamment, je dirais, depuis le début, j'ai envie de dire depuis le début des années 2010, mais c'est aussi depuis la crise de 2008 qui a été très violemment, très durement ressentie par tous ces pays de la région, qui sont tous des pays désindustrialisés et des pays qui sont donc extrêmement sensibles à ce contexte global. Alors ces mobilisations, souvent, elles ont eu pour théâtre des villes. Aujourd'hui, enfin dans quelques semaines, à la fin du mois de mars, il y aura des élections municipales dans la capitale serbe, à Belgrade. Mais la ville de Belgrade, elle a connu ces dernières années une mobilisation citoyenne assez inédite. Peut-être que Vladimir Šestović pourrait nous rappeler de quoi il est question. Tout à fait. On a vécu à Belgrade un mouvement en fait, qui a émergé de citoyens concernés qui n'avaient aucune expérience politique, mais qui se sont mobilisés autour d'un projet architectural mégalomaniaque, où l'État a littéralement privatisé une propriété qui appartenait à la ville de Belgrade, mais qui a été cédée par la ville
en tant qu'intérêt d'État, intérêt national. Et ce projet qui a démarré donc en 2014, en tout cas le contrat a été signé en 2014, à partir de 2015, les premiers citoyens se sont manifestés contre ce projet qui dénature complètement le centre de Belgrade. Et il se trouve que depuis 2 ans, ils ont enchaîné de nombreux succès. C'est un mouvement citoyen et social qui a ramené un nombre incroyable de personnes. On parlait des fois de vingtaines, de trentaines de milliers de personnes qui se mobilisaient pour une cause précise, ce qui est assez énorme. On n'en a pas vécu depuis un certain temps en Serbie, et surtout à Belgrade, hormis les sportifs qui arrivent à mobiliser énormément de gens, mais là, pour un thème social, c'était vraiment la première fois que Nedavimo Beograd, donc l'initiative en question, a réussi à mobiliser des personnes. Qu'est-ce que ça veut dire, Nedavimo Beograd? Oui, Nedavimo Beograd, donc c'est ne noyons pas Belgrade. D'accord. Donc c'est une sorte d'ironie par rapport au projet qui s'appelle le Front de Belgrade, qui est sur les rives de la Save et qui comprend notamment des immeubles financé par un fonds d'investissement d'ailleurs émirati qui a reçu en tout cas qui loue gratuitement la propriété, les terres sur Belgrade, dans un arrangement avec l'État. Donc il y a tout un ensemble de problèmes qui se retrouvent dans ce projet architectural, aussi bien le non-respect des normes environnementales, mais les questions de transparence, de corruption, on retrouve tout ça. Donc l'une des cibles est bien sûr le maire de Belgrade qui a beaucoup à voir là-dedans, mais il y a aussi derrière, le maire de Belgrade fait partie du parti majoritaire en Serbie, le SNS, le parti progressiste, comme il se nomme, qui contrôle quasiment tout l'État. Et on fait face à un phénomène où en fait les petites villes, les villages, donc le SNS contrôle l'administration, contrôle aussi beaucoup d'entreprises pseudo-privées. Donc il y a vraiment une mainmise d'un parti qui est assez énorme. Et le fait de voir ces mouvements citoyens qui arrivent enfin à émerger et qui se constituent d'ailleurs maintenant en mouvement, ils n'aiment pas s'appeler mouvement politique, mais ils candidatent quand même aux élections qui auront lieu donc le 4 mars à Belgrade. Et effectivement, il y a une poussée de ce thème social qui n'était pas possible, je pense, avant. Tout d'abord parce que se réclamer de questions sociales, il ne se réclame pas forcément de la gauche. Parce que parler de gauche en Serbie, comme vous venez de le dire, dans les autres pays aussi, quand on parle de gauche, on pense beaucoup au SPS, au Parti socialiste ou même au DS qui se réclament de la gauche en Serbie, par exemple, qui sont assez mal vus, mal perçus en tout cas. Donc ils ne se réclament pas directement de gauche, mais il y a beaucoup de mouvements de gauche qui se sont ralliés derrière leur projet, qui comprend maintenant bien plus qu'une simple revendication par rapport à un projet architectural, qui réclame un changement au niveau environnemental, sur la question par exemple du métro aussi de Belgrade, qui est en train d'être imaginé, même si ça fait 40 ans, mais il est en train d'être repensé. Le trajet initial devait desservir les parties les plus peuplées de Belgrade, sauf que le maire, avant de partir, visiblement, a essayé de modifier le trajet pour desservir des zones très peu peuplées. Et il y a vraisemblablement derrière encore une histoire d'affaires avec des entreprises privées ou des entreprises en tout cas assez proches du pouvoir du parti au pouvoir. Ce SNS, le parti progressiste serbe, donc du président Aleksandar Vučić, on connaît un petit peu son histoire. C'est un parti qui vient de l'extrême droite, qui est une scission du parti radical serbe. Vučić lui-même est quelqu'un qui était bien connu dans les années 90 pour ses positions extrêmement violentes, bellicistes, nationalistes. On ne va pas citer les nombreuses phrases de Vučić, mais aujourd'hui, c'est quand même un parti qui se présente comme pro-européen et qui, en plus de cela, a priori, est plutôt bien considéré par les ambassades occidentales, par l'Union européenne, qui se targuent en tout cas de leur soutien. Comment comprendre cette évolution ? C'est un peu le paradoxe. On a d'un côté donc ce parti qui est donc SNS, parti progressiste, alors que aussi bien Tomislav Nikolić, l'ancien président, qu'Aleksandar Vučić ont mené depuis leur élection en 2012 une politique résolument pro-européenne. Même s'il y a toujours cette question ils ont une base nationaliste, ça il faut l'entendre, il y a quand même une forte base nationaliste derrière qui les soutient et qui leur a fait certainement aussi gagner les élections. Sauf qu'effectivement, il y a des choses on a eu du mal à cerner et encore beaucoup de gens se demandent où est passé ce nationalisme, même si on le sent des fois sur la question par exemple des négociations avec le Kosovo, sur le soutien à certains politiques, à certains hommes politiques dans différents pays, je pense à la Bosnie, à la Republika Srpska,
de Bosnie. Donc il y a quand même encore cette tendance nationaliste. Mais effectivement, Vučić en fait a une politique pro-européenne, ou en tout cas fait exactement ce que l'Union européenne attend de lui. C'est un peu ça la question. Qu'est-ce que ça veut dire une politique pro-européenne quand en même temps on sait que ce régime de Vučić est de plus en plus corrompu, de plus en plus autoritaire, de plus en plus répressif à l'égard des médias? Qu'est-ce que ça veut dire du coup une politique pro-européenne? Je m'intéresse beaucoup à titre personnel à la question des Balkans, étant originaire de là-bas, mais c'est vrai qu'à travers l'association pour laquelle je travaille, le Forum civique européen, on regarde un petit peu tout ce qui se passe en termes d'intégration des Balkans. Et effectivement, on a l'impression que l'Union européenne a tendance à fermer les yeux sur les violations des libertés, que ce soit les menaces envers les médias ou l'opposition qui est complètement éteinte. On n'entend quasiment pas l'opposition même dans les élections locales à Belgrade. Donc l'Union européenne a tendance à fermer les yeux sur ces violations des valeurs, des libertés fondamentales, en échange d'une sorte de stabilité en Serbie et dans la région prônée par Vučić. En tout cas, c'est ce qu'il donne comme gage à l'Union européenne, c'est faites-moi confiance, je vais assurer la stabilité et le regain économique. Alors le problème, c'est aussi quand on parle maintenant, quand on interroge la population en Serbie, je ne peux pas trop m'exprimer pour les autres pays parce que je n'ai pas regardé récemment, mais en Serbie, quand on parle d'adhésion au projet européen, on voit souvent les politiques néolibérales, les mesures néolibérales comme mesures européennes, prônées en tout cas par l'Union européenne. Et il y a une sorte de méfiance de la part de la population qui se dit on n'en veut plus, ça fait 25 ans qu'on est dans une transition, on n'en est toujours pas sorti, et on nous parle de couper encore plus dans le social, dans l'éducation, dans la santé, là où les secteurs sont déjà quasiment inexistants en Serbie. Alors, il y a ce paradoxe où, d'un côté, Vučić veut rentrer, en tout cas le SNS veut rentrer dans l'Union européenne, et en même temps, sur le terrain, il y a cette méfiance de la part des citoyens qui ont pourtant, on vote majoritairement pour le parti de Vučić. Mais par rapport à cette manque de traduction politique, les partis de l'opposition, on évoquait le DS, le Parti démocrate, qui était au pouvoir durant presque une décennie, avant que le SNS ne gagne les élections. Les dirigeants de ces partis d'opposition, ils étaient présents dans les manifestations, Ne davimo Beograd, ou encore il y a 2 jours, c'était lundi ou dimanche, il y a eu une grande manifestation dimanche contre la censure et le contrôle de la télévision publique par le pouvoir. Et là aussi, les dirigeants de l'opposition étaient là. En même temps, cette opposition aux élections, on a vu qu'elle pesait, aux dernières élections générales, on a vu qu'elle pesait extrêmement peu de choses. Est-ce qu'il n'y a pas un hiatus entre ces partis politiques de l'opposition et puis ces nouvelles mobilisations sociales ? Complètement. On voit très bien maintenant, surtout avec les élections de Belgrade. C'est vrai que Belgrade est quand même la capitale et en termes de nombre d'habitants, la plus grosse ville de Serbie. Et c'est une bataille, c'est un vrai test pour le parti au pouvoir, Belgrade. Mais on sent aussi que c'est un test pour les partis d'opposition qui essayent de se rassembler plus ou moins. Alors c'est assez compliqué parce qu'il y a certains partis, soi-disant d'opposition, qui ont déjà exprimé leur souhait d'éventuellement intégrer une coalition avec le SNS. Quant à d'autres, le DS par exemple, essaye de rassembler donc, une vaste mobilisation autour de soi. Mais c'est des personnes qui ont déjà eu une très longue carrière politique qui se présentent. Et les gens, en fait, les citoyens n'ont plus vraiment confiance dans ces politiques-là, parce que ils ne sentent pas énormément de différence entre la politique actuelle du maire de Belgrade, SNS, et l'ancienne politique du DS, avec un taux de chômage assez élevé, une corruption dans le système de santé, dans l'éducation. Donc il y a toujours les mêmes problématiques qui reviennent, et ces mouvements comme Ne davimo Beograd, par exemple, sortent de ce cadre parti traditionnel. Ils sont contre les politiques as usual, comme ils le disent. Ils sortent complètement de ce cadre-là. Ils sont sur des thèmes sociaux. Et même les partis d'opposition comme le DS, qui sont les plus influents, n'osaient pas parler de thèmes sociaux. Justement, on l'évoquait à cause de ces renvois à un passé assez sombre, en tout cas sur la fin. Et il y a seulement Ne davimo Beograd pour l'instant qui propose vraiment, avec quelques autres groupes comme Dosta je bilo, ce qui veut dire c'est assez, qui sont un petit peu dans ce dégagisme de dire on ne veut plus de ces anciennes politiques, il faut couper le cordon maintenant, et le changement arrive vraiment. Donc on est dans cette phase où, même s'ils sont encore très minoritaires, et les sondages le montrent que pour l'instant tous ces petits microcosmes sont encore assez minoritaires, on ne sait pas encore s'ils vont pouvoir atteindre la fameuse barre des 5% pour rentrer au conseil municipal, mais c'est la première fois dans des élections qu'on voit apparaître de tels mouvements, et c'est déjà
qu'il mobilise 10, 20, 30, 40 ou même 100 000 personnes aux élections, c'est déjà un énorme progrès en tout cas. C'est vraiment porté par des valeurs progressistes, de la prise de participation des citoyens, un petit peu basée sur le modèle des communs, comme on peut voir à Barcelone par exemple, ou dans des villes italiennes. Donc ils se basent vraiment énormément là-dessus et ils font confiance aussi, ils font en tout cas un énorme travail à l'international, ou du moins au niveau européen. Il y a une vraie convergence avec aussi Zagreb Biennale. Qui a aussi en Croatie ouais. Exactement. Donc à Zagreb, on a eu un mouvement similaire il y a quelques années de cela, qui a eu un relatif succès, et ils n'hésitent pas à se revendiquer de cette convergence des revendications sociales sur le territoire. Du mouvement social ou de la mobilisation citoyenne? Je pense que les autres aussi pourront en parler ensuite, mais oui, à Zagreb Biennale a été candidat également au conseil municipal. Donc il y a vraiment cette volonté de se demander un petit peu, au-delà de la revendication citoyenne, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Au-delà des manifestations, et même en allant en manifestation, vous parliez de celle de dimanche, qui était contre la chaîne nationale, contre le diffuseur national public, qui a littéralement censuré les manifestations qui avaient lieu il y a quelques mois de cela, où même par exemple les syndicats de l'armée ou de la police ont participé à ces manifestations. La chaîne nationale a refusé, en tout cas a décidé de couper volontairement le défilé à la fin, donc de cadrer sur la fin du défilé où on voyait une centaine de personnes à peine dans les rues, pour dire qu'il n'y avait aucune réussite. Et c'est vrai que ça renvoie une image en province en disant, voilà, c'est des petits gens de gauche qui se rassemblent, qui sont pas très nombreux. Ça a tendance à délégitimiser en tout cas ces mouvements, alors qu'il y a une base de plus en plus, en tout cas. Aline Katö, je me tourne vers vous à présent, parce que c'est vrai que ça évoque des choses aussi par rapport à la Bosnie. Donc, en Bosnie, il me semble que c'est en 2014 que des mobilisations citoyennes ont commencé dans plusieurs villes du pays. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel a été l'élément déclencheur? Comment c'est parti tout ça? C'est parti de mobilisation dans les villes de province, de Tuzla en premier lieu, qui est une ville industrielle. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que toutes ces révoltes sociales qui sont étendues vraiment à l'ensemble du pays en quelques jours, puisqu'il y a eu des manifestations dans 28 villes quand même, le 7 février, ça fait 4 ans jour pour jour aujourd'hui. Ces mobilisations sont parties de villes industrielles, là où les gens ont subi de plein fouet ce dont Catherine Samari parlait tout à l'heure, les privatisations et la désindustrialisation massive, là où les gens subissent en fait ce démantèlement, que ce soit au travers des luttes comme on a vu par exemple à Dita, qui est une usine de détergents à Tuzla, ou encore à Mittal. À Zenica, on aura peut-être l'occasion d'y revenir après. Et en fait, ce qui a mis réellement le feu aux poudres, c'est une violence policière totalement démesurée, d'autant plus que ça a eu lieu dans la ville de Tuzla, qui n'est pas réputée pour avoir une politique répressive à l'égard des mouvements sociaux, etc. Et il y a eu un appel à la solidarité, en fait, avec les manifestants, qui s'est répandu sur les réseaux sociaux le soir du 6. Et le lendemain, donc, dans 28 villes de Bosnie-Herzégovine, les manifestations ont eu lieu, et avec des violences. Elles ont réellement pris, en tout cas, la forme de révolte sociale, puisque les manifestants ont incendié des bâtiments des institutions publiques, des tribunaux, une partie de la présidence à Sarajevo, des assemblées cantonales, des tribunaux. À Mostar, c'est la seule ville, je crois, du pays où les manifestants ont été également incendiés les sièges des partis nationalistes qui contrôlent la ville. Donc, des actes politiques très forts, et non pas des espèces de dérapages de hooligans, comme on a pu très vite le dire, ce qui a eu pour effet immédiat de décrédibiliser ces manifestations, et ces manifestations de violence, d'en faire une sorte de horde de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs, énervés. On a parlé un peu de l'adrénaline du moment, pardon.
Et puis, après le 7, la situation était quand même extrêmement tendue dans le pays. Moi, je suis arrivée le 8, le lendemain à Mostar, donc dans une ville contrôlée par la police, sous couvre-feu et avec une ambiance quand même dans le pays extrêmement tendue. Et puis, un discours des médias immédiatement, qui sont quand même quasiment tous contrôlés par un parti politique ou un autre, sur ces fameux hooligans et sur cette violence. Et finalement, on ne parlait pas des revendications, de quoi c'était réellement parti de ces chômeurs et de ces salariés qui réclamaient leurs droits, des salaires de retard, etc. Et donc, il y a eu des deuxièmes vagues de manifestations qui étaient prévues pour le 10, qui ont évidemment eu aussi des tailles un petit peu moindres, parce que sur place, c'était quand même très tendu. Il y avait énormément de rumeurs qui couraient sur aussi l'attitude que la police allait avoir, et surtout la répression a commencé très vite. C'est-à-dire que c'est aussi, je trouve, un élément dont on ne parle pas beaucoup quand on parle de la Bosnie-Herzégovine, c'est cette répression politique qui ne prend pas la forme de gens arrêtés, emmenés, torturés, mais qui est extrêmement insidieuse. Des gens sont pointés du doigt publiquement comme étant des traîtres. Donc derrière, c'est quand même un mot en plus qui garde une résonance très forte en Bosnie-Herzégovine, comme partout ailleurs, mais je te trouve en Bosnie-Herzégovine particulièrement, des gens qui sont battus devant la police qui ne bouge pas, des gens qui sont intimidés. Donc forcément, on décourage ces mobilisations. Et cette répression politique est en place quand même depuis quasiment la fin de la guerre, puisque la loi, ou en tout cas l'injonction en Bosnie-Herzégovine, est d'appartenir à une communauté ou à une autre. En dehors de ça, point de salut, on ne peut pas se réclamer d'une citoyenneté. Donc d'un seul coup, là, les politiques et l'Union européenne aussi, puisque les réactions des ambassades à ces manifestations étaient effroyables. D'un seul coup, là, ils se retrouvent devant un mouvement social qui balaye totalement cette appartenance ethnique, la grille de lecture habituelle de la Bosnie-Herzégovine, figée dans des haines ancestrales, aux mains des ethno-nationalistes, avec une population totalement apathique. Et tout ça a été totalement balayé très rapidement. Excuse-moi, je crois me souvenir, à l'époque, que la première réaction du haut représentant international en Bosnie, donc c'est Valentin Inzko, un Autrichien qui représente l'Union européenne en Bosnie, sa première réaction n'a pas été du tout d'essayer de voir ce que les acteurs de ce mouvement avaient envie de dire, mais d'annoncer qu'il fallait renforcer les mesures de sécurité. Donc la réaction était sécuritaire. De quoi avait-il peur ? Mais je crois qu'en fait, je ne pense pas qu'il avait peur de plus de violence. Je crois qu'il avait réellement peur, là, d'un seul coup, du mouvement en lui-même, puisque d'un seul coup, il faut bien comprendre que, par exemple, les manifestations avaient lieu dans la Fédération et dans la République serbe de Bosnie-Herzégovine, puisque la Bosnie-Herzégovine est divisée en deux entités, et que, comme dans les mobilisations précédentes, par exemple, ça m'échappe si c'était 2012 ou 2013, avec la Révolution, à partir du moment où ces mouvements qui avaient lieu aussi bien en République serbe qu'en Fédération ont commencé à se parler et à nouer des liens, que ce soit les internationaux ou les nationalistes locaux sont saisis d'une frousse effroyable, parce que là, d'un seul coup, ça veut dire que finalement, tout ce qui a été mis en place depuis 25 ans pour diviser les gens, les séparer et maintenir une pression et une injonction à la haine et à la peur qu'on brandit tous les 4 ans dans les années électorales, là, d'un seul coup, tout s'est effondré. Et il y a quand même un paradoxe, parce que on comprend bien que les partis nationalistes, donc bosniaques, musulmans, serbes et croates, fonctionnent sur ce logiciel-là. C'est leur raison d'être. Et donc, ils ont tout intérêt à ce que les gens restent enfermés dans ces appartenances communautaires. Mais dans le même temps, en théorie, les internationaux, les Européens, depuis la fin de la guerre, depuis 25 ans, parlent de restaurer des institutions communes, de dépasser les barrières ethniques. Alors, c'est un petit peu paradoxal, non, quand même ? Mais je crois, j'ai l'impression qu'on est finalement, on dit la même chose depuis le début, c'est-à-dire que l'Union européenne, en tout cas, dit une chose et en fait une autre. Il y a cette injonction à la réconciliation, sans que jamais personne ne dise qui réconcilier avec quoi et quel serait le but, ni même quels seraient les moyens.
Et puis finalement, politiquement, on construit un pays avec des institutions divisées tout en ayant cette injonction à l'unité. Et puis surtout, quand on disait tout à l'heure par rapport à Vučić que l'Union européenne avait tendance à fermer les yeux, c'est pas une tendance, c'est carrément assumé. En Bosnie-Herzégovine, l'Union européenne, la communauté internationale dans son ensemble continue de discuter et de légitimiser les nationalistes qui sont au pouvoir depuis la fin de la guerre. On le voit, on l'a vu encore récemment avec le déplacement de la présidence tripartite à Bruxelles. Donc ils ne font finalement que renforcer la légitimité en ayant des discours derrière sur multiculturalité, réconciliation, etc. Et finalement, au moment où ça se produit, tout le monde fait marche arrière parce que ça ne se passe pas de façon finalement policée et comme on aimerait que ça se passe par le biais d'ONG financées à coups de millions et de projets qui ne correspondent à aucune réalité sur le terrain. Belzim Kamberi, je crois que vous vouliez réagir. Je voulais juste revenir un peu. Moi, je pense que la Bosnie, comme les autres pays, en fait, c'est le miroir justement de cette mentalité, de cette culture politique de l'Union européenne envers les Balkans, où les mots-clés, c'est la sécurité et la stabilité. Et ça fait 20 ans qu'au lieu que ce soit le développement et la démocratie, ils sont complètement dans la logique de la sécurité. Donc ce que disait Jean Arnaud tout à l'heure sur les réactions sur les plénums, c'est un peu la même chose dans le cas du Kosovo, où vous avez les castes gouvernantes depuis la fin de la guerre en 1999 ou depuis la proclamation de 2008, les hommes les plus riches du Kosovo, en grosso modo, ce sont les gouvernants du Kosovo d'après-guerre. Et je veux dire, ça, l'Union européenne le sait très bien, puisque c'est eux qui contrôlent ce pays réellement. Donc. Mais ils sont totalement dans cette logique, et je pense que justement la crise des Balkans, dans un contexte socio-économique aussi, c'est un peu aussi la crise de l'Union européenne. Et ça peut revenir aussi sur la gauche. Quand vous voyez aussi les problématiques qu'ont les mouvements sociaux citoyens, les mouvements de gauche dans les Balkans, c'est aussi un peu une expression de la crise même de la gauche européenne. Donc je pense que tout ça se relie d'une façon ou d'une autre. Moi, je pense qu'il y a eu un rôle de pyromane pompier de l'Union européenne face à la crise yougoslave. Il y a des problèmes à la fois généraux, c'est-à-dire que la politique est présentée sous un jour démocratique, alors qu'en fait on impose des privatisations générales comme critère, y compris pour rejoindre l'Union européenne, lesquelles privatisations se font dans des telles conditions que, en fait, il y a un discrédit général de tous les partis qui les ont soutenus avec la politique clientéliste qui a accompagné ces privatisations. Et Jean Arnaud, tu demandais de quoi avait peur l'Union européenne face au plénum de Bosnie, mais ils avaient peur d'une contagion. C'est-à-dire, ils avaient peur d'un mouvement profondément démocratique qui, pour la première fois, mettait en évidence de façon explicite, d'abord une aspiration à la dignité, de contestation des inégalités, de la corruption généralisée qui est derrière le phénomène des privatisations, mais des privatisations qui, en même temps, ont supprimé des droits sociaux fondamentaux et un statut qui était reconnu avant aux travailleurs et qui était particulièrement dégradé dans toute cette région. Aline ? Oui, pour rebondir sur ce que dit Catherine, parce que je trouve que c'est un élément très important par rapport au plénum. Moi, j'étais là-bas, j'ai eu un petit peu du mal à suivre ce qui s'en disait justement ici. On a beaucoup commenté les plénums. Je lisais beaucoup de choses sur la révolution bosnienne, le printemps bosnien, les plénums qui allaient tout changer, etc., etc. Quand Catherine parle de cette demande de dignité, dans les premiers plénums, en tout cas les 3-4 premiers plénums auxquels j'ai assisté, en tout cas à Mostar, et pour en avoir discuté avec des amis à Sarajevo, à Tuzla, c'était la même chose. Cette première prise de parole, les gens ne prenaient pas la parole en disant « nous allons changer la Constitution ». Les gens prenaient la parole et ce qu'ils disaient, c'était qu'ils voulaient se libérer de cette humiliation permanente depuis la fin de la guerre dans lesquelles on les a maintenus.
il y avait par exemple une dame qui disait qu'elle n'en pouvait plus de regarder par sa fenêtre des vieilles personnes manger directement dans les poubelles. Elle ne parlait pas de sa situation à elle, elle parlait comme ça de l'humiliation qu'il y avait à vivre de cette façon-là. Et par rapport à la dignité et au retour de la dignité par rapport à ces travailleurs, moi il y a quand même une petite chose qui me chagrine un petit peu par rapport à la façon dont on a abordé ces plénums, c'est que quand même, j'ai l'impression que très vite, ces plénums ont eu des porte-paroles qui finalement ont été interviewés par tous les médias européens qui sont précipités en Bosnie-Herzégovine, ce qui était aussi très bien de montrer ce qui se passait, mais qui ont un petit peu kidnappé une parole et transformé, ou en tout cas présenté ces plénums comme des outils de réforme du système politique. Alors il y avait des commissions pour réfléchir à la politique culturelle, il y avait la commission pour réfléchir à la réforme de la Constitution, etc. Et finalement, moi j'ai eu très vite l'impression que les gens qui avaient initié et lancé ce mouvement ont été totalement invisibilisés, comme si un petit peu leur parole était trop, pas crue, mais presque trop revendicatrice par rapport à l'image un peu sage des plénums qu'on voulait donner. Juste pour finir, dans l'ensemble, ce mouvement de 2014, on a du coup beaucoup dit les plénums c'est bien, les manifestations c'est mal. Et on est arrivé à un réel kidnapping de nouveau de l'espace public, comme par exemple à Mostar, où depuis 2014, il est interdit de manifester dans le centre-ville de Mostar. On doit manifester, je ne sais plus où, au nord de la ville. Justement, je voulais vous demander quelles sont les conséquences finalement de ces mobilisations, à la fois les manifestations et les plénums. Est-ce que ça a débouché sur quelque chose, dans un sens comme dans l'autre? Là, apparemment pas forcément dans le bon sens, mais est-ce que les plénums ont débouché sur la formation d'un parti politique ou une prise de conscience, en tout cas, un peu plus développée peut-être? Mais je pense que la prise de conscience, elle était même antérieure à 2014. Mais je pense qu'il y a vraiment cette difficulté à agir collectivement, à prendre la parole aussi parce que les gens ont peur de l'instabilité. D'abord, ils ont peur de cette répression politique dont je parlais tout à l'heure, mais ils ont aussi peur de l'instabilité, de où peuvent mener ces mouvements et de perdre finalement ce qu'ils ont réussi à bricoler tant bien que mal et qui peut ressembler à un quotidien. Je pense que c'est quelque chose qui empêche aussi beaucoup ces mobilisations collectives. Après les plénums, il me semble qu'il y a d'une part énormément de frustration parce que probablement les gens ont mis beaucoup d'espoir, peut-être trop, dans ce que ces plénums allaient pouvoir amener. Mais ce que je vois notamment quand même, que ce soit à Sarajevo ou à Mostar, c'est que aussi des gens qui étaient actifs dans ces plénums ou qui sont devenus actifs pendant ces plénums se sont en quelque sorte repliés sur un terrain ultra local en disant on ne battra jamais les nationalistes à leur jeu. Sur des questions nationales ou régionales. Donc, il faut se replier sur des questions locales qu'on est à même, ou là où on est à même en fait de mener ces batailles et de les mener de façon victorieuse. Ils se sont donc repliés sur ce qu'on appelle les Miesna Zajednica, qui sont une survivance du système yougoslave, qui sont l'équivalent, je dirais, de conseils de quartier. Ce sont des conseils de quartier qui n'ont pas réellement de prérogatives, mais qui sont toujours utilisés pour les habitants d'un quartier pour pouvoir aller où ils peuvent aller exprimer leurs problèmes, etc. etc. Et ces activistes ont très bien compris que les partis nationalistes, eux, étaient dans les Miesna Zajednica et pouvaient donc faire pression sur les gens, etc. Et que du coup, les citoyens se retrouvent seuls face aux nationalistes. Et du coup, il y a de plus en plus d'initiatives, notamment je pense à Sarajevo, à un collectif qui s'appelle Jedan grad, jedna borba, qui veut dire une ville, une lutte, qui fait en fait en quelque sorte de la veille sur différents problèmes de différents quartiers. Toutes les batailles qu'ils ont menées, ils les ont gagnées. Ils ont empêché la fermeture d'un hôpital, ils ont empêché la fermeture d'une école, ils se sont penchés sur les questions
restrictions d'eau potable à Sarajevo, ils ont réussi à enclencher une enquête, etc., etc. À Mostar, il y a une campagne qui se mène aussi au travers de ces Miesna zajednica et qui est en train de regarder où part le budget de la municipalité de Mostar, qui n'a quand même plus de maire depuis 10 ans, dont on ne sait pas d'où vient le budget et où il part. Et ces gens avancent, construisent des collectifs et finalement, ces petites actions locales marchent et je pense qu'il faut les voir comme des premiers pas et qui sont extrêmement importants parce qu'ils montrent aux gens aussi qu'ils peuvent avoir gain de cause et que l'impunité n'est pas inexorable. Catherine Samary, je crois que vous vouliez rebondir. Oui, ce que je voulais dire, c'est peut-être qu'on est dans une période ouverte à des mouvements qui sont pour l'instant très éclatés, mais un contexte qui est marqué par un basculement après la crise qui a affecté pas simplement les Balkans, mais tout le monde, et en particulier l'Europe, après 2008. Et puis l'émergence de mouvements indignés qu'on a vu apparaître ailleurs et dont ce qui a été décrit notamment pour la Bosnie relève en partie, c'est-à-dire une crise assez généralisée des partis sous toute étiquette, avec un brouillage des étiquettes qui n'est pas seulement propre aux Balkans, mais où, quand les partis dits de gauche ou avec les non-socialistes ou sociodémocrates mènent les politiques de droite et privatisent les uns après les autres, quand la corruption touche tout le monde, il y a un discrédit général des partis politiques institutionnalisés qui, les uns après les autres, mènent les mêmes politiques. Et les mouvements qui éclatent ont tendance, dans un premier temps, à rejeter toute construction de partis. Et ça a été, du coup, à la fois une force et une faiblesse. Le seul endroit dans les Balkans où il y a eu un petit dépassement politique positif, un petit peu comme Podemos a essayé de le faire en Espagne, avec aussi ensuite ses problèmes, puisque Podemos n'est pas non plus une solution simple ni claire, mais disons c'est en Slovénie. Et la Slovénie, dans la région, est le seul endroit où un parti s'assume. Alors c'est la gauche unie, mais qui a un regroupement pour une initiative visant un socialisme démocratique, qui a osé prononcer le mot socialisme de façon radicalement critique des partis de gauche existants et en disant explicitement que ces partis n'ont de la gauche que le nom et en revendiquant effectivement une autre politique d'arrêt des privatisations et tu évoquais aussi, ou l'un de vous tout à l'heure, la notion de commun aussi. Bon, enfin, dans ces mouvements, il y a l'aspiration à gérer de façon démocratique et, comme on dit, citoyenne, soit des espaces publics, soit de façon plus substantielle, la question des services, les services de santé, les questions de l'éducation, les questions des transports, donc la ville aussi comme un ensemble de communs. Et donc cette question-là n'est pas seulement balkanique, elle est plus générale, c'est le passage aussi de l'invention, enfin de la protestation indignée contre les partis existants à la construction d'un parti ou deux partis, qui essaye de concrétiser une participation politique à la vie et à la reconstruction, y compris de communs. Et alors justement, quand ces partis arrivent au pouvoir, donc quand la gauche radicale arrive aux manettes, par exemple au Kosovo, Belgzim, je me tourne vers vous, qu'est-ce qu'elle arrive à faire? Qu'est-ce qu'elle parvient à faire lorsqu'elle prend la tête d'une grande ville comme Par exemple, dans le cas de Pristina, ouais. On a terminé le premier mandat. Ouais. Je pense qu'on a quand même réussi à avancer beaucoup dans le domaine, par exemple, de l'impulsion des constructions illégales, parce que Pristina était un cas exceptionnel, donc où il y avait 46 000 bâtiments de construction illégaux. Donc, deuxièmement, on a beaucoup travaillé sur les espaces publics, sur le transport public. On a réussi donc à développer le secteur du transport public. Mais je pense que justement, ce niveau municipal, il peut justement avoir aussi un impact au niveau central. Mais moi, je voulais juste revenir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense qu'il faut absolument changer aussi les modèles socio-économiques des politiques aussi au gouvernement. Parce que quand vous voyez le modèle socio-économique, que ce soit en Serbie ou le Kosovo, moi, je suis persuadé qu'un tel modèle socio-économique, il ferait la faillite même de l'Allemagne d'aujourd'hui, quoi. Et après, il y a aussi un autre, ce que je disais au début, c'est aussi la politique de l'Union européenne et les critères qu'ils ont envers les pays des Balkans occidentaux. On a vu avec le cas de la Grèce que vous ne pouvez pas mettre de tels critères à des pays sous-développés qui ne sont pas
dans les mêmes situations. Et je pense que la stratégie hier qu'a proposée la Commission européenne doit surtout aussi prendre ceci aussi dans l'idée, parce que ces pays-là, c'est aussi la périphérie, et l'Union européenne a aussi un défi pour voir est-ce qu'il va pouvoir intégrer sa périphérie. Quelques mots juste de contexte peut-être pour ceux qui nous suivent. C'est vrai qu'hier, la Commission européenne a rendu un rapport qui indique visiblement un changement de stratégie à Bruxelles, puisque ce rapport donne une date précise, 2025, pour une adhésion possible de la Serbie et du Monténégro à l'Union européenne. C'est effectivement un gros changement par rapport à ce qu'avait indiqué Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, au début de son mandat. À l'époque, il se déclarait totalement fermé à des perspectives d'élargissement. Alors, dans la région des Balkans, il y a déjà 2 pays qui sont membres de l'Union européenne, la Croatie et la Slovénie. Les autres ont depuis longtemps le statut de candidat. Et là, donc, parmi ces autres pays, il y en aurait 2 qui auraient le privilège, peut-être, je ne sais pas, d'intégrer cette Union européenne. Alors, c'est vrai que c'était une question que je voulais aborder aussi ce soir, parce qu'à la fois, elle est dans l'actualité, puis à la fois, du coup, on se demande comment les gauches et les mouvements citoyens de tous ces pays se positionnent par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une critique qui est formulée par rapport à l'Union européenne ? Est-ce qu'au contraire, ils rejoignent un petit peu l'unanimisme des dirigeants de ces pays qui, depuis longtemps, prônent l'adhésion ? Comment on se positionne dans ces pays ? Peut-être Catherine Samari, quelques mots d'abord, je voudrais juste une petite remarque sur la politique de l'Union européenne et la notion de périphérisation. D'une part, le discours de Juncker après l'adhésion de la Croatie en 2013 avait été l'idée qu'il y aurait maintenant une pause. Mais ceci dit, il avait dit qu'il y aurait une pause jusqu'en 2020. Donc là, quand il dit à 2025 on va adhérer, ce n'est pas exactement un changement radical de politique. En plus, il ne dit pas d'ailleurs il va y avoir des adhésions en 2025, il dit on ouvre la possibilité que la Serbie et le Monténégro intègrent effectivement en 2025. C'est un processus de négociation qui n'est pas du tout une assurance d'un chemin net. D'autre part, le vrai problème, c'est que l'Union européenne aujourd'hui est dans une situation de crise interne et externe telle que pour y compris les pays des Balkans, jusqu'à présent, ils se sont trouvés confrontés soit à un dilemme de on est nationaliste et considéré comme anti-européen, soit on est pro-européen et on doit adhérer ou soutenir l'Union européenne telle qu'elle est. Et en réalité, a commencé à émerger, je dirais, un autre discours qui est une remise en cause d'une vision nationaliste étroite, au sens donc de repli les uns contre les autres sur cette échelle des Balkans. Il y a eu notamment en Croatie, par exemple, pendant le forum, les festivals qui étaient organisés à Zagreb, un forum des Balkans, le forum subversif. Il y avait un forum des Balkans qui brisait cette espèce de fausse alternative. Soit on est, entre guillemets, civilisé et pour l'Union européenne telle qu'elle est, soit on se replie sur le nationalisme, avec la volonté d'une réflexion, y compris balkanique, sur une autre conception des rapports européens. Et c'est un peu ça aussi l'enjeu. Et le nouveau parti de la gauche unie qui s'est constitué en Slovénie est en même temps critique de l'Union européenne telle qu'elle est. Toute une partie d'éléments de gauche qui peuvent se retrouver dans tel ou tel pays peuvent considérer qu'il faudrait une solution européenne qui faciliterait, y compris le dépassement des questions nationales, à la condition d'une reconnaissance de l'autodétermination des peuples et d'une Union européenne qui soit un lieu d'égalité de statut des peuples, mais ce qui pose toute la question, y compris du traitement de la Catalogne aujourd'hui d'ailleurs, de la façon dont le Kosovo a été traité, des pseudo-souverainetés telles qu'elles sont mises en place en Bosnie-Herzégovine. Donc une autre union qui permettrait à la fois une égalité de peuples et une autre politique économique qui permettrait, sur le plan y compris de la cohésion sociale, de
rapprocher et non pas de diviser et de créer une pauvreté qui est un véritable mur qui divise les sociétés aujourd'hui. Je crois par rapport à cette nouvelle stratégie européenne qui a donc été présentée hier à Bruxelles, on dit la Serbie et le Monténégro en 2025, ça veut quand même dire aussi que les autres, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine et l'Albanie, elles vont attendre, on ne sait pas jusqu'à quand, c'est quand même déjà un premier aspect des choses. Ensuite, ça s'explique dans la logique actuellement suivie par la Commission, par le fait que ces pays seraient les plus avancés dans le processus de négociation. Et là, il y a quand même un effet, un effet statistique un peu trompeur, parce qu'effectivement, par exemple, le Monténégro a ouvert beaucoup de chapitres d'adhésion, mais il n'en a refermé aucun, sauf, je crois, celui sur la politique étrangère. Par contre, les enjeux essentiels, à savoir l'état de droit, la démocratie, le respect du pluralisme, sont à un moment, je dirais, quand même au cœur des valeurs libérales de cette Europe. Il y a quand même, elles existent, ces valeurs. On peut penser les critiquer par d'autres aspects, mais enfin, c'est quand même un socle qui existe. Mais même sur ce socle-là, le compte n'y est pas du tout. Puisque c'est les dossiers qui sont aujourd'hui les vrais défis pour les régimes au pouvoir en Serbie et au Monténégro, sur lesquels les choses n'ont pas du tout avancé. Alors peut-être que malgré tout, des choses ont un petit peu changé si l'on commençait à sortir de priorités à la stabilité. Je crois que Vladimir voulait être un petit peu... Tout d'abord, il y a tendance à catégoriser justement ces mouvements, s'ils sont anti-européens, c'est de l'euroscepticisme. Ou, voilà, il y a un fossé entre l'euroscepticisme et nationaliste et l'eurobéa fédéraliste. Et en fait, ces gens ne s'y retrouvent pas dans ces deux-là. Donc ils sont critiques de l'Union européenne, mais en Serbie, par exemple, il y a aussi, ils espèrent en fait une union plus sociale, ce que vous disiez. Et c'était intéressant, par exemple, l'usine Fiat en Serbie, qui était en grève pendant des mois, a reçu le soutien de l'usine Fiat de Turin en Italie et a reçu le soutien d'usines en Suède. Donc il y a quand même une certaine convergence européenne, il faut l'admettre. Après, sur la question de la stabilité maintenant, c'est vrai que l'état de droit en Serbie, le chapitre sur l'état de droit en Serbie ou sur le pluralisme des médias a été ouvert et Ivica Dačić, qui est ministre des Affaires étrangères, a déclaré que tout est normal si ces chapitres ne sont pas refermés, tout va bien, de toute façon c'est les chapitres qu'on referme en dernier. Donc ça prouve l'ordre des priorités et en cela il n'est pas critiqué non plus par Madame Mogherini ou par quelqu'un, il n'est pas, alors qu'on sait par exemple des députés européens qui sont chargés de regarder ce qui se passe sur l'adhésion de la Serbie, poussent énormément justement pour ces chapitres. Donc oui, en fait, l'Union européenne a un socle de droits élémentaires et de garanties pour les citoyens et pour les institutions, mais il y a ce phénomène en fait où on accepte, où on ferme les yeux sur ces questions-là, sur justement une certaine stabilité des institutions, tant qu'il y a une stabilité régionale. Alors, est-ce que si un jour, imaginons dans une sorte d'utopie, si tout le monde commençait à réfléchir de manière plus progressiste dans ces pays, alors oui, à mon avis, il y aurait un renversement. On se rendrait compte que oui, finalement, l'Union européenne peut apporter des garanties qui n'existent pas actuellement. Mais pour l'instant, il y a beaucoup trop de double jeu au niveau politique pour donner entièrement raison ou entièrement tort à l'Union européenne dans ces pays. Et les gouvernements le savent très bien et ils en jouent. C'est un jeu. Le Monténégro a fermé le chapitre sur la politique étrangère parce qu'il y a aussi, ils se sont coupés de la Russie, par exemple. Enfin, clairement, ça a joué dans ce chapitre-là aussi. L'argument géopolitique, entre guillemets, est toujours, depuis très longtemps, le meilleur argument que les autocrates locaux savent utiliser au mieux de leurs intérêts. Et d'une manière générale, je dirais que cette question européenne, elle a été très largement manipulée, préemptée par ces nationalistes qui y trouvent une source de légitimité. Je crois que c'est vrai pour la Serbie, pour le Monténégro, mais aussi même pour la Bosnie-Herzégovine ou les autres pays de la région. Peut-être si on parlait du Kosovo, pour revenir à cela, il y a aussi cette question de ce fameux dialogue. Est-ce que quelque chose peut en sortir ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'entre la Serbie et le Kosovo, quelque chose va déboucher qui relèverait pas seulement de ces magouilles politiques ? Jusqu'aujourd'hui, ça fait 6 ans que le dialogue entre le Kosovo et la Serbie se déroule sous l'égide de l'Union européenne et réellement, nous n'avons pas de résultats concrets. Alors justement, il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui à Bruxelles. Est-ce qu'il faut repenser ce dialogue et sur quelle base il faut le repenser? Et je pense que justement, cette stratégie de l'Union européenne revient aussi peut-être, il faudra repenser aussi le dialogue du Kosovo, mais je voudrais juste peut-être terminer sur ça. Je pense que la stratégie, moi ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'il y a une sélectivité de
de l'adhésion des pays des Balkans occidentaux dans l'Union européenne. Là, je pense que l'Union européenne devrait plutôt voir ces 6 pays non intégrés comme un paquet même. Et j'ai un peu peur qu'on se retrouve dans une situation où un pays adhère avant l'autre et qui pourra bloquer l'adhésion des autres pays ou faire du chantage comme ça a été jusque maintenant. Mais je pense que ça prouve que les pays en concurrence comme depuis 15 ans, depuis ce toujours. qui fait le jeu des oligarchies locales. Voilà. Bien, malheureusement, le moment est venu de clore ce débat. On aurait encore beaucoup de choses à dire, mais on poursuivra dans les pages de Mediapart et du Courrier des Balkans. Et du Courrier des Balkans, où tous nos intervenants interviennent régulièrement, écrivent. Donc j'invite tout le monde à lire et Mediapart et le Courrier des Balkans. Merci donc à Jean-Arnaud Derens pour avoir co-organisé ce débat.